Cette fois-ci, ça va être compliqué. Je crois qu'il y a d'essayer de dire que Benjamin Netanyahou est responsable. Pour le coup, lui, il a tout essayé avec les cartes qu'il avait en main. Ses opposants ne le font pas. Quelques 15 heures et 15 ou voire 17 minutes à Binyamin Netanyahou pour tenter de former une coalition majoritaire. Et il faut bien avouer, Raphaël Hamzalak, vous qui êtes un membre éminent du Likoud, qu'on a le sentiment que cette fois, ça a l'air bien hypothéqué, les chances de Binyamin Netanyahou de former une coalition. Oui, les chances, cette fois-ci, ça va être compliqué. Je pense que rien ne se déroulera aujourd'hui. La dernière des cartes de Benjamin Netanyahou a été jouée hier en demandant à Smotrich et Orit Struk d'aller à la rencontre des rabbins du sionisme religieux. Il avait effectivement un as dans sa manche. Le Rav Zvi Tao, qui est un des dirigeants spirituels de cette mouvance, a publié une lettre appelant le gouvernement, appelant Smotrich et ses 6 députés à rejoindre un gouvernement de Benjamin Netanyahou, étant donné que le Rav Drukman au final s'est rangé et s'est aligné avec la position de Smotrich. Rien ne se passera aujourd'hui. Il va falloir attendre le 3e round, c'est-à-dire après que le mandat soit retransmis à la Knesset. On va revenir sur ce qui va se passer, mais tout de même, ça n'a pas été finalement un mauvais calcul de la part de Binyamin Netanyahou d'avoir poussé Bezalel Smotrich. On sait que c'est en partie grâce au soutien, on va dire, à la campagne de mobilisation lancée par Netanyahou, par des responsables du Likoud en faveur du sionisme religieux, que Bezalel Smotrich a apparemment passé le seuil d'éligibilité finalement. Est-ce que ce n'était pas une erreur, puisque on pensait que Smotrich serait l'allié, on va dire, prioritaire du Premier ministre, et on voit que c'est celui qui est en train de creuser sa tombe politique peut-être? Moi, je pense que c'est exactement l'inverse, parce qu'en fait, si Smotrich n'avait pas été soutenu par Benjamin Netanyahou, il aurait sûrement pas pu passer le seuil d'éligibilité, c'est-à-dire que le bloc pro-Netanyahou, à proprement parler, au lieu d'être à 52 comme il est aujourd'hui, serait peut-être à 48, 49. Autant dire qu'il y aurait eu aucun bloc technique, presque aucune légitimité à Benjamin Netanyahou de réellement prétendre au poste de Premier ministre. Il y a quelque chose de paradoxal dans la situation, parce que d'un côté, Smotrich et son parti sont extrêmement sincères et sont stables derrière la demande et la requête de ne voir que Benjamin Netanyahou prendre la tête du prochain gouvernement. D'ailleurs, ils attaquent de front Naftali Bennett, leur ancien partenaire politique, pour dire que 7 mandats, être Premier ministre avec 7 mandats, c'est tout sauf de la démocratie. Il est très clair sur cela, mais en parallèle, et là paradoxalement ça va à l'encontre quelque part des chances de Benjamin Netanyahou de créer un gouvernement. Ils vont attaquer à droite Benjamin Netanyahou sur sa volonté de fonder un gouvernement qui a besoin donc de cette abstention des frères musulmans à la Knesset, à savoir du mouvement RAN. Alors, il y a eu aussi hier cette proposition de Binyamin Netanyahou. Quel était l'objectif de cette proposition? Pourquoi finalement il a attendu la dernière minute? Pourquoi et surtout, à votre avis, pourquoi Naftali Bennett l'a repoussé? Alors, il y a 2 raisons à cela. La première des raisons, c'est le timing. Il y a une volonté de Benjamin Netanyahou et Naftali Bennett de préserver le mandat dans le camp de droite, afin que la pression, bien évidemment, les personnes qui ont toutes les cartes en main, lorsque le mandat est chez Benjamin Netanyahou, il a aussi des outils qui sont des outils à la Knesset, des outils parlementaires pour pouvoir être maître de l'ordre du jour. Ce n'est pas le cas si demain le président de l'État d'Israël venait à donner le mandat à Yair Lapid, par exemple. Pour le coup, Naftali Bennett et le faiseur de roi, il a besoin d'être entre les 2 blocs, parce que c'est sa façon en fait de faire effet de levier et de faire en sorte que sa valeur, j'allais dire sa valeur marchande, soit la plus élevée. Le problème, c'est qu'à force de passer d'un bloc à l'autre, de s'asseoir avec Benjamin Netanyahou le matin et avec Yair Lapid l'après-midi, eh bien on se fatigue, et puis il y a une très très forte érosion de l'action de Naftali Bennett dans sa base électorale, qui est une base majoritairement
pratiquante, on va dire respectant les traditions, et qui est une base qui est aussi très majoritairement de droite idéologique. Et on voit des soutiens qui étaient des soutiens de longue date de Naftali Bennett se poser de plus en plus de questions ouvertement dans la presse sur le rôle qu'il a et le rôle qu'il essaie de jouer. Je pense par exemple à Noam Fatri ou à Roy Idan qui sont extrêmement lus et suivis dans la presse israélienne, qui attaquent de front Naftali Bennett depuis qu'il a fait exactement ce jeu-là de la politique politicienne et non de la politique idéologique, parce que c'est bien le débat aussi vis-à-vis de Smotrich. Alors, on a souvent l'impression, et on va essayer de se projeter après ce soir minuit, que Binyamin Netanyahou a tendance à dire: si je ne peux pas faire former un gouvernement, eh bien, il n'y aura pas du tout de gouvernement. C'est un peu ce à quoi il nous avait habitués lors de la première crise politique, c'est-à-dire il avait vu qu'il n'arrivait pas à former le gouvernement, il a provoqué la dissolution de la Knesset. Quelle est l'option? Est-ce que c'est ce que va faire Binyamin Netanyahou à partir de demain, empêcher la formation d'un gouvernement alternatif qui pourrait être formé, en tout cas formé par Yair Lapid, si c'est lui qui devait recevoir ce mandat du président? Alors, c'est quelque part presque un faux débat, étant donné que nous sommes dans un système de démocratie parlementaire. À partir du moment où un député est capable de réunir 61 signatures, au final, ce député se retrouvera Premier ministre de l'État d'Israël et il aura un gouvernement, il sera à même de former un gouvernement. Il faut savoir que les membres du gouvernement sont désignés exclusivement par le Premier ministre dans notre démocratie. Alors, le problème, c'est que les acteurs politiques ne respectent pas les règles du jeu, parce que les règles du jeu, justement, dans un système qui est le nôtre, c'est-à-dire une démocratie parlementaire, c'est qu'il faut former un gouvernement après les élections. Bien évidemment, en général, le parti n'a pas 61 mandats, et donc il s'agit de faire des concessions dans le cadre d'accords de coalition qui sont signés entre les partis. Et là, on est dans une situation qui est un peu abjecte, où Gideon Sa'ar, par exemple, qui voulait être Premier ministre, qui a pris une claque électorale absolument incroyable, exige en fait, dit à Benjamin Netanyahou hier, même si tu n'es pas Premier ministre pendant un an, je ne rentrerai pas dans un gouvernement de droite. Donc en fait, de facto, Benjamin Netanyahou a eu beaucoup plus de mandats que les autres. Il a essayé de former un gouvernement. Il est pris entre deux feux. Le feu de Smotrich, qui est un refus idéologique, mais il faut quand même le préciser, c'était la ligne et la promesse de campagne aussi de Benjamin Netanyahou et de Naftali Bennett de ne pas faire de gouvernement qui inclurait les mouvances islamiques. Et de l'autre côté, l'antithèse, de l'autre côté, Gideon Sa'ar, qui a fait une campagne dans laquelle il disait je serai un Premier ministre qui sera fédérateur, mais d'un autre côté, il a eu que 6 mandats, mais d'un autre côté, au final, lorsque Benjamin Netanyahou dit voilà, je laisse Bennett, viens au moins pour un an, et puis après, pousse-la à la dissolution. Eh bien non, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, je crois qu'il y a d'essayer de dire que Benjamin Netanyahou est responsable. Pour le coup, lui, il a tout essayé avec les cartes qu'il avait en main. Le problème, c'est que, alors que lui respecte les règles du jeu, pour le coup, il n'a pas toujours fait. Cette fois-ci, ses opposants ne le font pas. Alors, un autre développement, et là, franchement, il faut avouer que le Likoud, on le voit, alors qu'on est à quelques heures donc de l'échéance de ce mandat confié à Binyamin Netanyahou, le Likoud reste soudé derrière son leader, même si il devait se retrouver dans les prochains jours dans l'opposition. Est-ce que vous pensez que cela va rester ainsi, ou alors il va y avoir des frémissements à l'intérieur du Likoud en vue d'essayer de mettre de côté Binyamin Netanyahou pour élire un nouveau président qui pourrait, lui, alors participer à une coalition gouvernementale, y compris avec Bennett, Sa'ar et le centre?
Il y a deux raisons, à mon avis, pour lesquelles ce scénario n'aura pas lieu. La première, elle est tout à fait technique, tout à fait pratique. Tant que le mandat n'arrive pas à la Knesset, ce député lambda qui puisse réunir 61 signatures pour être Premier ministre, son heure n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire qu'on a encore quelques heures ou alors quelques semaines jusqu'à ce que le mandat arrive à la Knesset et que ça devienne quelque chose de réel, quelque chose de plausible. Et on est en fait dans un jeu de rôle où chaque personne essaie de garder, j'allais dire, la tête sous l'eau au maximum pour être le dernier à remonter à la surface. Et c'est exactement ce qui se passe. Et donc les membres du Likoud ne vont pas, j'allais dire, aller à l'encontre de leur leader, alors que on est dans ce processus de négociation qui est pour le coup, pour ces quatrièmes élections, extrêmement palpitant et extrêmement dynamique. On n'aurait jamais imaginé un scénario dans lequel on se poserait la question, on penserait légitime qu'un parti avec cette mandat, que ce soit Michaeli, Bennett, Sahar qui en Axis, puisse prétendre au plus haut poste dans notre législature. Alors, la deuxième raison, elle est plus profonde. La deuxième raison est que l'essentiel des membres du Likoud aujourd'hui sont persuadés qu'il n'y a pas réellement d'alternative à un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire que cette fameuse coalition de 61, ou de 62, qui comporterait, j'allais dire à peu près tous les députés de la Knesset jusqu'à de Meretz jusqu'à Lieberman, de Meretz jusqu'à Bennett, c'est quelque chose qui ne sera pas réalisable. On entend des voix dans ce sens-là déjà au sein du parti d'Yemina, et à partir du moment, et plus, j'allais dire, les négociations vont avancer, plus la réalité des différences d'opinion, des réalités des différences de point de vue, le fait qu'il n'y a aucun point commun tangible, ni au niveau économique, ni au niveau social, ni au niveau géopolitique, entre Amichai Shikli du parti d'Yemina, par exemple, et Abtissam Marané, numéro 7 du parti travailliste, ou encore Issaoui Fredj de Meretz, va faire que cet accord, ces lignes directrices du gouvernement, cet accord de coalition, ne pourrait être signé, et donc ils préfèrent rester, plutôt que de se brûler les ailes, ils préfèrent observer et voir ce navire, j'allais dire, couler avant même qu'il n'ait pris l'eau. Et c'est la raison pour laquelle vous n'entendez pas ce genre de voix. Je pense sincèrement que si la situation avait été légèrement différente, et si le veto, par exemple, de Sahar et Bennett était un veto qui empêchait la droite de régner, mais il y avait réellement une alternative viable de l'autre côté, je crois que les voix auraient été différentes. Eh bien, Raphaël Hamzalag, merci beaucoup. Un dernier mot. Qui sera, selon vous, Premier ministre on va dire, dans les prochaines semaines, dans les 2-3 prochaines semaines en Israël? Vous risquez un pronostic? Oui, mon pronostic, c'est Benny Gantz. Je pense qu'au final, lorsqu'on aura fini ce tour de table entre les Haredim, Bibi, Yair Lapid, et que le mandat sera revenu à la Knesset, la seule réalité plausible, enfin la réalité la plus plausible aujourd'hui, oui, c'est effectivement une rotation avec Gantz. Pour Bibi, il est tranquille étant donné que de toutes les façons, il lui avait promis cette rotation et il n'a pas tenu sa promesse, et que Gantz a quand même 8 députés, contrairement à Bennett qui en a 7 et Sahar qui en a 6. Et surtout, Bibi va toujours au centre. C'est-à-dire qu'il a toujours adoré ces gouvernements où il y a toujours au moins un parti du centre-gauche de façon à pouvoir, j'allais dire, avoir une marge de manœuvre des plus larges. Il ne supporte pas les gouvernements extrêmement restreints où il dépend d'une voix d'un député. Alors, et à plus forte raison, un gouvernement minoritaire. Alors, vous avez évoqué énormément de scénarios, on va dire, plus ou moins inattendus. Le dernier, c'est celui-là. Donc, Benny Gantz, vous prédisez que Benny Gantz devrait être Premier ministre. C'est aussi étonnant que cela, bien plus étonnant que cela ne peut paraître. Mais en tout cas, on va voir si effectivement votre pronostic se confirme. Merci beaucoup, Raphaël Hamzalag, d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir tenté de nous expliquer la complexité de cette situation politique actuelle. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, merci.